Bonjour à tous les TES. Alors, un nouveau cours aujourd'hui, ça s'appelle Socialisme, communisme et syndicalisme en Allemagne depuis 1875. Alors, d'abord, pour bien comprendre ce cours, il faut revenir sur un ou deux concepts de base. Le premier, c'est qu'est-ce que c'est un parti politique? Donc un parti politique, c'est un groupement de personnes qui ont pour but de défendre une idéologie, bien souvent. Cette idéologie, c'est un ensemble de concepts, de pensées, qu'ils veulent mettre en pratique. Et pour le mettre en pratique, ils forment donc ce parti. Parti qui ensuite, généralement, a pour but de prendre le pouvoir de plusieurs façons possibles. Généralement, dans nos démocraties modernes, c'est par le biais du vote, de façon légale. Et parfois, c'est par des méthodes plus révolutionnaires, c'est-à-dire par exemple par des coups d'État. L'autre notion importante du cours, c'est la notion de syndicat. C'est d'ailleurs une des trois notions qui est dans le titre, communisme, socialisme, syndicalisme en Allemagne. Donc le syndicalisme, c'est aussi un ensemble de personnes qui se regroupent pour défendre une idéologie aussi, mais plus souvent pour défendre des droits. Par exemple, pour défendre les droits des travailleurs. Ça peut être aussi pour défendre les droits des patrons, ou pour défendre tout un tas d'autres droits, mais au sein souvent de structures économiques, ce qu'on appelle généralement des entreprises. Donc on a un point commun entre partis politiques et syndicats. Les partis politiques comme les syndicats veulent défendre des idées particulières et des droits pour certaines catégories de la population. Cependant, si les partis politiques le font à l'échelle de l'État, en essayant de prendre le pouvoir, les syndicats, même s'ils peuvent eux aussi influencer l'État, par exemple par le biais de grève, eux agissent essentiellement au sein de l'entreprise ou de regroupements d'entreprises qu'on appelle les branches d'activité ou secteurs d'activité. Voilà donc pour ces deux premiers concepts très importants. Alors, ensuite, pour revenir sur communisme et socialisme, les termes sont proches. Les termes ont un lien très fort, et en tout cas pour vous, ils doivent représenter ce qu'on appelle les partis de gauche. En effet, depuis le 19e siècle, on sépare du moins en Europe les grands partis politiques et les grandes idéologies entre des idéologies de gauche. Socialisme, communisme sont des idéologies de gauche, tandis qu'on a des idéologies plus à droite et on considère généralement que le libéralisme, le capitalisme, c'est une idéologie de droite. Bien sûr, il y a aussi des idéologies d'extrême gauche, par exemple, le communisme est une idéologie d'extrême gauche, mais il y a plus à gauche encore, on parle d'anarchisme par exemple. Et puis, il y a aussi des idéologies d'extrême droite. Au XXe siècle, elles se sont incarnées, notamment dans le nazisme, dont on va parler aussi dans ce cours. Donc socialisme et communisme sont des idéologies de gauche, l'une un peu plus à gauche, en l'occurrence le communisme. En l'occurrence, au départ, le lien entre les deux n'était pas si évident que ça à faire. Les deux idéologies sont nées de la pensée de Karl Marx. Karl Marx, un philosophe allemand, d'où aussi l'idée d'étudier ce cours sur l'Allemagne. Ce philosophe allemand a commencé à réfléchir aux droits des peuples et des gens. Dans un contexte un peu particulier, en Allemagne comme dans le reste de l'Europe, au milieu du 19e siècle, on est en pleine révolution industrielle. Il faut imaginer une transformation très forte des sociétés au 19e siècle. Encore au 17e et au 18e siècle, en Europe, on a des sociétés essentiellement paysannes, bien souvent dominées par une noblesse qui a des droits hérités de la naissance. Les révolutions, qui ont lieu par exemple avec la Révolution française de 1789 et puis d'autres révolutions en Europe, beaucoup de pays se forment dans les années 1830, entre 1830 et 1850. Il y a deux grandes révolutions, 1830 et 1848. Ces transformations radicales entraînent aussi une révolution industrielle. Donc, c'est de ça dont je voulais vous parler. La révolution industrielle fait que ces sociétés paysannes se transforment petit à petit, puisqu'on se met à créer des usines, on crée des machines à vapeur, etc., qui permettent de produire à grande échelle. Et donc, progressivement, on a des paysans qui, par le biais de l'exode rural, s'installent en ville, deviennent des ouvriers qui travaillent aux mains de patrons, des patrons qui ont pour but de gagner un maximum d'argent. Ces patrons sont plutôt capitalistes, et au milieu du 19e siècle, les ouvriers, eux, produisent pour les patrons. On est dans des sociétés qui se sont complètement transformées par rapport au siècle précédent. Ces ouvriers, eux, vivent souvent dans des conditions extrêmement misérables. Il faut bien que vous compreniez qu'au milieu du 19e siècle, les conditions sanitaires sont catastrophiques, les épidémies se propagent très facilement, et il n'y a pas beaucoup de services de réanimation. Il y a également une promiscuité, les ouvriers habitent souvent dans des
dans des tout petits logements, avec leurs familles, qui sont souvent des familles importantes, 5, 6, 7 enfants, c'est assez fréquent, vous pouvez lire Victor Hugo. En général, l'espérance de vie est très faible, bien sûr, les conditions de travail ne sont pas bonnes. Dans les usines, il n'y a aucun droit pour les travailleurs, il y a rarement même un temps limité de travail, ce qui fait que les patrons font ce qu'ils veulent. En général, les ouvriers sont payés à la journée, ce qui fait que si le lendemain ils viennent pas, soit ils sont en retard parce qu'ils se lèvent tard, soit ils sont malades tout simplement, ils peuvent pas venir, eh bien le patron embauchera quelqu'un d'autre et il n'y aura pas question de payer l'ouvrier en question. Si un ouvrier se coupe une main en utilisant une machine dans une usine, il n'y a rien de prévu. La personne, si elle ne meurt pas, est tout simplement licenciée, et donc on a des conditions de travail qui sont absolument catastrophiques. C'est à tout ça Karl Marx a réfléchi. Et donc, il crée une idéologie qu'on retrouve dans plusieurs de ses deux ouvrages. L'un des plus célèbres, c'est le Manifeste du Parti communiste. Un autre, c'est le Capital, tous deux au milieu du 19e siècle. Ces deux ouvrages créent une idéologie qu'on dit socialiste ou communiste. Et c'est vrai qu'au départ, les deux termes sont extrêmement liés. Socialiste, donner des droits sociaux aux travailleurs. Communiste, mettre en commun la propriété. Ces deux aspects sont au sein de la pensée de Marx, ce qui peut permettre de faire progresser les droits des travailleurs. Sa théorie centrale, celle de la lutte des classes, postule que, en fait, pour avoir plus d'égalité au sein de la société, il faudrait faire disparaître, ou du moins amoindrir, le patronat et la bourgeoisie. Alors, c'est très simplifié, Madame Delanette m'écouterait, votre prof de philo, elle me tuerait sur place, mais c'est à peu près ce que vous avez à retenir comme grand concept pour voir la suite du cours. Alors, pourquoi l'Allemagne ? Eh bien parce que vers 1871, en 1871, il se passe quelque chose d'assez incroyable d'un point de vue historique, mais qui est normal, c'est le flot des événements par rapport à ce qui se passe en Europe à cette époque d'un point de vue politique. On a une unification de l'Allemagne. En effet, depuis bien longtemps, depuis au moins le 9e siècle, l'Allemagne est une collection de petits territoires, les royaumes de Saxe, de Brandebourg, de Prusse, pour le plus important d'entre eux, Markgrava, évêché et autres petits territoires qui formaient au Moyen-Âge le Saint-Empire romain germanique. Ce Saint-Empire romain germanique, sous la pression de la Prusse, devient un empire, le Deuxième Reich. Le Premier Reich fait référence à celui de Charlemagne. Le Deuxième Reich, empire donc en allemand, en 1871, comme je vous le disais à l'instant. Le cours commence juste après, en 1875, au moment où va se créer un premier parti socialiste en Allemagne, le SAP, Parti ouvrier socialiste unifié allemand. Mais donc on est dans un contexte d'unification allemande qui fait écho aux unifications italiennes, espagnoles, etc. Alors, en 1871, le système politique de l'Allemagne, de ce Deuxième Reich est particulier. À la tête de l'État se trouve un empereur, Guillaume Ier. Il dirige de manière autoritaire. Cependant, il ne dirige pas tout seul. D'abord, il a une sorte de premier ministre, le chancelier. Il y a toujours un chancelier en Allemagne démocratique aujourd'hui. À l'époque, le chancelier a beaucoup de pouvoir, il est très influent. Et en l'occurrence, celui qui est au pouvoir en 1871, qui s'appelle Bismarck, jusqu'à son départ du pouvoir en 1879, va rester, en 1889, excusez-moi, va rester extrêmement influent. Ce premier chancelier doit aussi composer avec une assemblée, le Reichstag, le Parlement allemand. Alors ce Parlement allemand n'est pas élu démocratiquement, bien qu'au fur et à mesure il représente de plus en plus la population. Néanmoins, il doit conseiller l'empereur et le chancelier, et petit à petit, il représente de plus en plus ce que veut la population. Sachez cependant qu'il y a aussi au sein de cette Allemagne des sortes de conseils régionaux, de conseils municipaux, et donc à toutes les échelles, on a des représentants. Certains sont nommés par l'empereur, mais d'autres sont élus parfois, et donc il y a des partis politiques qui peuvent s'exprimer, malgré tout. Ils peuvent s'exprimer dans les représentations locales, et aussi au Reichstag. Alors le cours commence qu'en 1875 est donc créé un premier parti socialiste inspiré des théories de Marx. Socialiste, communiste, en fait, le terme c'est le même. Voilà pour le contexte général.